Les mots claquent comme des fouets invisibles. Regardez votre sœur, elle au moins, si seulement tu pouvais être comme ton cousin. Pourquoi ne peux-tu pas te comporter comme les autres enfants? Dans le silence qui suit, quelque chose se brise, imperceptiblement, définitivement. Saviez-vous que les neuroscientifiques ont récemment découvert que le cerveau d'un enfant constamment comparé traite ses mots dans les mêmes zones cérébrales que la douleur physique? 78% des adultes souffrant de dépression chronique rapportent avoir été régulièrement utilisés comme contre-exemple durant leur enfance. La blessure est invisible, mais le scanner cérébral la révèle, une cicatrice neuronale que les années n'effacent pas. Nous explorons aujourd'hui un traumatisme silencieux et pourtant dévastateur, l'enfant utilisé comme exemple. Non pas l'enfant négligé ou physiquement maltraité, mais celui qui subit une forme particulière de violence psychique. Être constamment comparé, exposé, mesuré. L'enfant dont les réussites et les échecs deviennent des instruments pédagogiques pour les autres. Celui dont l'individualité est sacrifiée sur l'autel de la leçon collective. Cette forme de traumatisme développemental est d'autant plus pernicieuse qu'elle est généralement perpétrée avec les meilleures intentions du monde. Les parents qui exposent les échecs de leur enfant pour motiver ses frères et sœurs ne se perçoivent pas comme abusifs. Les enseignants qui soulignent publiquement les erreurs d'un élève pour instruire la classe entière croient sincèrement agir pour le bien commun. C'est précisément cette apparence de légitimité qui rend cette blessure si difficile à identifier et à guérir. La neurobiologie interpersonnelle nous révèle aujourd'hui les mécanismes qui font de cette expérience un traumatisme véritable. Les travaux du Dr Stephen Porges sur la théorie polyvagale démontrent que l'humiliation publique active dans le système nerveux une réponse de défense similaire à celle déclenchée par une menace physique. Le corps entre dans un état neurophysiologique de mobilisation défensive, augmentation du cortisol, activation du système sympathique, préparation à la lutte ou à la fuite, mais contrairement à une menace physique, l'humiliation publique ne permet aucune réponse adaptative. L'enfant ne peut ni fuir ni combattre. Il est contraint à l'immobilisation, cet état neurobiologique particulièrement toxique où le système nerveux est simultanément en alerte maximale et totalement impuissant. Les recherches en neuroimagerie fonctionnelle du Dr Naomi Eisenberger de l'UCLA ont révélé un phénomène fascinant. Le rejet social et la douleur physique activent des circuits neuronaux remarquablement similaires. Son équipe a démontré que le cortex singulaire antérieur, région cérébrale impliquée dans la composante affective de la douleur physique, s'active intensément lors d'expériences de rejet ou d'humiliation sociale. En termes neurologiques, être humilié publiquement fait littéralement mal, et lorsque cette douleur est infligée répétitivement par les figures d'attachement censées protéger l'enfant, les conséquences neurobiologiques sont comparables à celles d'une maltraitance physique chronique. L'étude longitudinale révolutionnaire de l'Université de Harvard sur le développement de l'enfant, qui suit plus de 1500 individus depuis 1938, a établi des corrélations statistiquement significatives entre l'exposition chronique à la comparaison négative durant l'enfance et le développement ultérieur de troubles anxieux, dépressifs et de la personnalité. Les données suggèrent que les enfants constamment utilisés comme contre-exemple présentent un risque multiplié par 3 de développer un trouble anxieux généralisé à l'âge adulte et par 4 pour la dépression majeure, comparativement à la population générale. Plus troublant encore, les neuroscientifiques ont récemment identifié des modifications épigénétiques spécifiques associées à cette forme d'adversité développementale. L'équipe du Dr Moshe Schiff de l'Université McGill a démontré que l'exposition chronique au stress social dans l'enfance peut altérer la méthylation de l'ADN dans des gènes impliqués dans la régulation du stress et des émotions. Ces modifications épigénétiques peuvent persister à l'âge adulte, créant une vulnérabilité biologique durable aux troubles de l'humeur et de l'anxiété. En termes simples, l'expérience d'être constamment comparé et critiqué ne laisse pas seulement des cicatrices psychologiques. Elle inscrit la blessure jusque dans l'expression génétique. Cette compréhension scientifique moderne fait écho à une sagesse ancienne que de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques ont articulée à travers les âges. Dans la tradition bouddhiste, le concept de comparaison, mana, est identifié comme l'un des 10 liens qui enchaînent l'esprit à la souffrance. Le Dhammapada met en garde contre la tendance à se mesurer aux autres, reconnaissant la toxicité fondamentale de cette habitude mentale. La philosophie taoïste, à travers les enseignements de Chuang Tzu, nous rappelle que le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, métaphore puissante de l'unicité de chaque être, impossiblement réduit à une mesure comparative. La tradition chrétienne, dans la parabole des talents, souligne que chacun reçoit selon sa capacité propre, rendant absurde toute comparaison entre les serviteurs. Carl Jung, dans sa compréhension profonde de la psyché humaine, a identifié le processus d'individuation comme le chemin central du développement psychique, une trajectoire fondamentalement incompatible avec l'étalonnage comparatif. « Je suis ce que je suis, et non ce que les autres pensent que je devrais être », écrivait-il.
articulant cette vérité fondamentale que les parents utilisant leurs enfants comme exemple comparatif semblent tragiquement ignorer. Les signes de cette blessure particulière sont nombreux, mais souvent mal interprétés. Observez l'enfant qui développe une hypervigilance sociale caractéristique. Cette capacité presque surnaturelle à détecter l'humeur des adultes, à anticiper leurs réactions, à s'adapter préventivement pour éviter la prochaine comparaison publique. Ce n'est pas simplement de la sensibilité ou de l'empathie, c'est un système d'alerte précoce développé dans un environnement perçu comme fondamentalement menaçant. Remarquez cette oscillation caractéristique entre deux extrêmes comportementaux. D'un côté, le perfectionnisme obsessionnel, tentative désespérée de se placer au-delà de toute critique possible. De l'autre, l'abandon complet de l'effort, conclusion résignée que, quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais suffisant. Ces polarités comportementales ne sont pas des traits de caractère innés, mais des adaptations à un environnement relationnel toxique. Écoutez attentivement le dialogue intérieur de ces enfants, si jamais ils vous le révèlent. Vous y entendrez une voix critique, internalisée d'une sévérité stupéfiante. « Tu n'es jamais assez bon. Les autres sont toujours meilleurs. Tu ne mérites pas d'être fier. » Cette voix n'est pas née avec l'enfant. Elle est l'écho intériorisé des innombrables comparaisons auxquelles il a été soumis. Ce que les psychanalystes appellent l'introjecte parental est devenu un tyran intérieur impitoyable. Observez l'attitude paradoxale de ces enfants face à la réussite. Contrairement à l'intuition commune, le succès ne génère pas chez eux la satisfaction ou la fierté, mais souvent une anxiété redoublée. Car ils ont appris que chaque réussite élève simplement la barre des attentes, que chaque victoire n'est qu'un répit temporaire avant la prochaine évaluation comparative. Ce que les psychologues appellent la peur du succès est en réalité une anticipation rationnelle basée sur leur expérience. Réussir signifie devenir encore plus visible, encore plus exposé. La manifestation collective de cette dynamique traumatique se reflète dans nos institutions et nos cultures, nos systèmes éducatifs, structurés autour de la comparaison constante, notes, classements, tableaux d'honneur, perpétuent précisément cette dynamique toxique. Nos environnements professionnels, avec leurs évaluations comparatives et leur culture de la performance relative, maintiennent ces schémas traumatiques jusque dans la vie adulte. Nos réseaux sociaux, transformant chaque aspect de l'existence en opportunité de comparaison quantifiée, amplifient exponentiellement cette blessure originelle. Les sociologues comme Pierre Bourdieu ont analysé comment cette comparaison constante sert de mécanisme de reproduction sociale, créant ce qu'ils nomment l'habitus, ces dispositions incorporées qui perpétuent les hiérarchies existantes. Les psychologues sociaux comme Leon Festinger, à travers sa théorie de la comparaison sociale, ont démontré comment cette tendance à se mesurer aux autres peut devenir le principal moteur de l'identité personnelle, supplantant toute connexion authentique avec ses désirs et valeurs intrinsèques. Le pédopsychiatre britannique D.W. Winnicott a identifié ce qu'il appelait le faux self, cette construction psychique développée par l'enfant qui ne peut exister authentiquement dans son environnement relationnel. L'enfant, constamment comparé, développe précisément cette structure, un moi performatif, construit entièrement autour des attentes externes, pendant que le moi authentique se retire dans l'ombre, inaccessible parfois même à la conscience propre de l'individu. La protection contre cette forme particulière de traumatisme développemental commence par la conscience. Parents, éducateurs, thérapeutes doivent reconnaître la violence fondamentale contenue dans l'acte de transformer un enfant en leçon pour les autres. Les neurosciences nous enseignent que le cerveau en développement a besoin de ce que le cœur. Daniel Siegel appelle l'accordage affectif, cette validation de l'expérience subjective unique de l'enfant, diamétralement opposée à l'évaluation comparative constante. Les approches thérapeutiques, comme la thérapie centrée sur la compassion, CFT, offrent des voies prometteuses pour guérir cette blessure spécifique. En développant ce que Paul Gilbert appelle le soi compatissant, ces individus peuvent progressivement contrebalancer la voix critique internalisée, apprendre à traiter leurs échecs et leurs vulnérabilités avec la même gentillesse qu'ils offriraient à un ami cher. Les thérapies corps-esprit comme le somatic experiencing permettent de libérer les réponses défensives figées dans le système nerveux, restaurant cette capacité fondamentale à se sentir simultanément en sécurité et vivant dans son propre corps. La guérison collective passe par la transformation de nos institutions et de nos pratiques culturelles. Des modèles éducatifs alternatifs, comme l'approche Montessori ou Reggio Emilia, démontrent qu'il est possible de cultiver l'apprentissage sans recourir à la comparaison constante. Des environnements professionnels innovants expérimentent avec des systèmes d'évaluation basés sur le développement personnel plutôt que sur la performance comparative. Ces innovations ne sont pas simplement humanistes. Elles sont neurologiquement saines, respectant les besoins fondamentaux du cerveau humain pour la connexion, la sécurité et la reconnaissance. Comme l'exprime si puissamment le philosophe Martin Buber, il existe une différence fondamentale entre la relation « je-tu » et la relation « je-cela ».
lorsque nous utilisons un enfant comme exemple, nous le réduisons au statut d'objet, un « cela » instrumentalisé pour une fin extérieure à lui-même. La guérison commence lorsque nous restaurons la relation « je-tu », cette rencontre authentique, où l'autre est reconnu dans son irréductible unicité, jamais comme moyen, mais toujours comme fin en soi. Le silence tombe sur la classe. Tous les regards se tournent vers un seul point. Au tableau, une copie d'examen est brandie comme un trophée inversé. Voilà comment on ne doit pas faire. L'enfant dont le travail est ainsi exposé se recroqueville sur sa chaise. Il voudrait disparaître, fondre, s'évaporer. Une étude troublante de l'université de Stanford révèle que 91% des adultes peuvent se rappeler avec une précision photographique au moins un moment où ils ont été publiquement humiliés par un éducateur, et 72% d'entre eux affirment que ces quelques minutes ont influencé leur rapport au savoir pour des décennies. Ce n'est pas une anecdote, c'est une épidémie silencieuse. La pédagogie de l'humiliation représente peut-être l'une des traditions éducatives les plus anciennes et les plus résistantes de notre civilisation. De l'Antiquité classique aux salles de classe contemporaines, l'idée que la honte peut être un outil d'apprentissage efficace persiste, avec une ténacité remarquable. Cette approche repose sur une croyance profondément ancrée, que l'exposition publique des erreurs et des échecs constitue un moyen légitime de motiver et d'instruire non seulement la personne ainsi exposée, mais également le groupe témoin de cette humiliation. Ce paradigme pédagogique reflète une conception particulière de la nature humaine, la vision hobbesienne d'un être fondamentalement motivé par la peur et la compétition, plutôt que par la curiosité intrinsèque et la joie d'apprendre. Il présuppose que sans la menace constante de l'humiliation publique, l'effort se dissiperait, que sans la pression comparative permanente, l'excellence deviendrait inaccessible. Cette conception fondamentalement pessimiste de l'apprentissage humain persiste malgré l'accumulation massive de preuves scientifiques démontrant précisément le contraire. Les recherches en neuropsychologie de l'apprentissage, notamment les travaux révolutionnaires du docteur Matthew Lieberman, démontrent que le cerveau humain possède deux réseaux neuronaux largement distincts, le réseau de menace, patching, défense, et le réseau d'exploration, apprentissage. Ces deux systèmes fonctionnent en relation antagoniste. Lorsque l'un est activé, l'autre est inhibé. L'humiliation publique active puissamment le réseau de menace-défense, déclenchant une cascade neurobiologique, libération de cortisol et de noradrénaline, activation de l'amygdale, inhibition du cortex préfrontal, qui rend physiologiquement impossible l'apprentissage optimal. L'étude longitudinale du Dr Martin Teicher à Harvard a documenté comment l'exposition chronique à l'humiliation verbale pendant l'enfance altère le développement structurel du cerveau. Ces recherches révèlent des réductions volumétriques significatives dans le corps calleux, l'hippocampe et le cortex préfrontal, régions cérébrales cruciales pour l'intégration cognitive, la mémoire et le contrôle exécutif. Plus troublant encore, ces altérations neurologiques sont comparables à celles observées chez les enfants ayant subi des abus physiques, suggérant que l'humiliation verbale constitue une forme de maltraitance neurobiologiquement équivalente aux formes traditionnellement reconnues d'abus. Les neurosciences sociales ont identifié un phénomène particulièrement pertinent pour comprendre l'impact dévastateur de l'humiliation pédagogique, la douleur sociale. Les travaux de Naomi Eisenberger et Matthew Lieberman ont démontré que le rejet social active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique, notamment le cortex singulaire antérieur et l'insula antérieure. Cette découverte explique pourquoi les souvenirs d'humiliation publique restent si douloureusement vivaces des décennies plus tard. Ils sont encodés dans le cerveau comme des expériences de douleur intense, avec la même saillance neurologique qu'une blessure physique grave. L'ironie tragique de cette approche pédagogique est qu'elle sabote précisément ce qu'elle prétend promouvoir. Les recherches en psychologie cognitive démontrent que l'état émotionnel optimal pour l'apprentissage complexe est caractérisé par un niveau modéré d'activation, ni trop faible ni trop élevé, et une valence émotionnelle positive. L'humiliation génère précisément l'opposé, une activation émotionnelle extrême et une valence fortement négative. Dans cet état, le cerveau bascule en mode survie, sacrifiant les fonctions cognitives supérieures, pensée créative, mémoire contextuelle, raisonnement abstrait, au profit de réponses défensives immédiates. Les traditions pédagogiques anciennes semblaient intuitivement conscientes de cette réalité que nos neurosciences modernes confirment aujourd'hui. La maïeutique socratique, souvent mal interprétée comme une forme d'humiliation intellectuelle, était en réalité une méthode dialogique respectueuse visant à révéler les contradictions dans la pensée sans jamais attaquer la personne elle-même. La tradition éducative confucéenne, malgré sa rigueur, insistait sur le concept de face, cette dignité fondamentale de l'apprenant qui ne devait jamais être compromise, même dans la correction la plus sévère. Dans la tradition bouddhiste, l'apprentissage est conceptualisé comme un chemin de compassion envers soi-même et les autres, diamétralement opposé à l'approche comparative et humiliante.
Les textes védiques décrivent la relation gourou-disciple comme fondamentalement protectrice et nourrissante, jamais expositive ou humiliante. Ces traditions millénaires semblent avoir saisi intuitivement ce que nos scanners cérébraux confirment aujourd'hui. L'apprentissage authentique fleurit dans la sécurité relationnelle, non dans la menace permanente. Les manifestations de cette pédagogie toxique sont multiples et souvent naturalisées au point de devenir invisibles. Dans le cadre familial, c'est le parent qui compare constamment les performances de ses enfants, utilisant les réussites de l'un comme fouet pour motiver l'autre. Pourquoi ne peux-tu pas être organisé comme ta sœur ? Ton frère n'a jamais eu de difficulté avec les mathématiques. Ces comparaisons apparemment anodines inscrivent progressivement une conviction profonde, que la valeur est toujours relative, jamais intrinsèque, que l'amour et l'approbation doivent être gagnés dans une compétition perpétuelle. Dans le contexte scolaire, cette pédagogie se manifeste par l'exposition publique des notes, le commentaire humiliant devant la classe entière, l'utilisation des erreurs d'un élève comme exemple à ne pas suivre. Ces pratiques, souvent défendues comme motivantes ou préparant à la vraie vie, créent en réalité ce que les psychologues éducatifs appellent l'impuissance apprise. Cette conviction progressive que quoi que l'on fasse, l'échec est inévitable, que l'environnement éducatif est fondamentalement hostile et que la meilleure stratégie est de devenir invisible. Dans le domaine sportif, cette approche se traduit par la valorisation exclusive du vainqueur et l'humiliation systématique du perdant, comme si la performance relative constituait la seule mesure valable du développement. Les entraîneurs qui humilient publiquement les athlètes pour leur bien, les parents qui critiquent agressivement leurs enfants depuis les gradins, perpétuent ce mythe tenace que la honte est le chemin vers l'excellence. Ces dynamiques créent ce que le psychologue Herbert Freudenberger a identifié comme le syndrome de l'imposteur, cette conviction profonde d'être fondamentalement inadéquat malgré des preuves objectives de compétence. Les recherches démontrent que ce syndrome affecte de façon disproportionnée les individus ayant été exposés à la pédagogie de l'humiliation, créant cette anxiété chronique face à la découverte imminente de leur supposée incompétence fondamentale. Plus subtilement, cette approche pédagogique génère ce que les psychologues du développement appellent l'insécurité épistémique, cette relation fondamentalement anxieuse au savoir lui-même. L'enfant qui associe apprentissage et humiliation développe une approche défensive de la connaissance, évitant les questions par peur de paraître ignorant, dissimulant ses incertitudes, privilégiant la sécurité de la réponse connue à l'exploration risquée de l'inconnu. La curiosité naturelle, cette pulsion exploratoire fondamentale du cerveau humain, est progressivement étouffée sous le poids de l'anxiété performative. Les impacts collectifs de cette pédagogie sont considérables. Elle perpétue ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique, ces formes de domination qui s'exercent avec la complicité implicite des dominés eux-mêmes. Les systèmes éducatifs structurés autour de la comparaison constante et de l'humiliation potentielle reproduisent et légitiment les hiérarchies sociales existantes, transformant les inégalités structurelles en supposées différences de mérite ou d'efforts individuels. Cette approche éducative crée ce que le psychologue social Erving Goffman nommait les institutions totales, ces environnements qui exigent une conformité absolue et punissent toute déviation par l'humiliation publique. Les écoles deviennent ainsi des lieux où la priorité n'est pas l'apprentissage mais la survie psychique, où l'enjeu n'est pas la découverte mais l'évitement de l'exposition négative. Plus troublant encore, cette pédagogie forme des citoyens particulièrement vulnérables aux dynamiques autoritaires. Les recherches en psychologie politique démontrent que les individus ayant intériorisé une voie critique sévère suite à des humiliations éducatives répétées sont significativement plus susceptibles d'accepter des structures sociales répressives et des discours autoritaires. Ayant appris que la sécurité vient de la conformité et que la déviation entraîne l'humiliation, ils reproduisent à l'échelle sociale les dynamiques traumatiques de leur éducation. Les alternatives à cette pédagogie toxique existent et sont scientifiquement validées. L'approche développée par le psychologue Carl Rogers, sous le nom d'apprentissage centré sur la personne, crée un environnement éducatif caractérisé par l'empathie, l'authenticité et la considération positive inconditionnelle, précisément les conditions neurobiologiques optimales pour l'apprentissage complexe. Les recherches démontrent que les environnements éducatifs sécurisants sur le plan relationnel produisent non seulement un bien-être psychologique supérieur, mais également des résultats académiques significativement meilleurs. Les approches pédagogiques de Reggio Emilia ou de Montessori, avec leur accent sur l'apprentissage autodirigé, dans un cadre relationnellement soutenant, démontrent qu'il est possible de cultiver l'excellence sans recourir à la comparaison constante ou à la menace humiliante. Ces méthodologies ne sont pas simplement plus gentilles, elles sont neurobiologiquement plus efficaces, alignées avec le fonctionnement optimal du cerveau humain en situation d'apprentissage.
La transformation de nos pratiques éducatives nécessite une réévaluation fondamentale de nos croyances sur la nature humaine et la motivation. L'approche développée par les psychologues Edward Deci et Richard Ryan sous le nom de théorie de l'autodétermination offre un cadre particulièrement pertinent. Leurs recherches extensives démontrent que la motivation intrinsèque, cet engagement qui émerge de l'intérieur plutôt que d'être imposé de l'extérieur, prospère lorsque 3 besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits: l'autonomie, la compétence et la relation. La pédagogie de l'humiliation sape systématiquement ces 3 besoins. Elle compromet l'autonomie en imposant une conformité basée sur la peur. Elle mine le sentiment de compétence en focalisant sur l'échec et la comparaison négative. Elle détruit la sécurité relationnelle en transformant l'éducateur en potentielle source d'humiliation publique. En revanche, les approches éducatives qui soutiennent ces besoins psychologiques fondamentaux génèrent une motivation durable et un engagement profond dans l'apprentissage. Le neuroscientifique Richard Davidson a documenté comment les pratiques éducatives, basées sur la bienveillance et la sécurité relationnelle, modifient littéralement la structure et le fonctionnement du cerveau des apprenants. Son équipe à l'université du Wisconsin a démontré que ces approches augmentent la connectivité entre le cortex préfrontal et les structures limbiques, améliorant la régulation émotionnelle et les fonctions exécutives. En termes simples, un environnement d'apprentissage sécurisant ne produit pas simplement des apprenants plus heureux, il développe des cerveaux plus intégrés et plus performants. La rupture avec la pédagogie de l'humiliation requiert un courage particulier de la part des éducateurs, qu'ils soient parents, enseignants ou entraîneurs. Cela implique de renoncer à l'illusion de contrôle que procure la menace humiliante, d'abandonner ces outils disciplinaires faciles mais toxiques. Cela exige d'affronter souvent nos propres blessures éducatives, de reconnaître les façons dont nous reproduisons inconsciemment les dynamiques traumatiques de notre propre éducation. Comme l'exprime si puissamment le pédagogue brésilien Paulo Freire, l'éducation ne devrait pas être une pratique de domination, mais une pratique de liberté. Cette liberté commence lorsque nous reconnaissons la violence fondamentale contenue dans l'acte de transformer un enfant en exemple négatif, lorsque nous choisissons consciemment de rompre ce cycle transgénérationnel de humiliation pédagogique. La guérison collective passe par la transformation de nos institutions éducatives, par la création d'environnements d'apprentissage qui honorent la dignité fondamentale de chaque apprenant. Car comme nous le rappelle le neurologue et éducateur Judy Willis, le cerveau n'apprend pas sous la menace, il survit. Notre tâche, en tant que société, est de créer des espaces où les enfants n'ont plus besoin de survivre à leur éducation, mais peuvent pleinement s'épanouir à travers elle. Connaissez-vous la différence entre la honte et la culpabilité ? La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis quelque chose de mal ». Une recherche récente publiée dans le Journal of Clinical Psychology révèle que 83% des enfants régulièrement utilisés comme exemple négatif développent ce que les chercheurs appellent la honte toxique. Cette conviction viscérale, presque cellulaire, d'être fondamentalement défectueux. Non pas d'avoir commis une erreur, mais d'être une erreur. Le neurologue Antonio Damasio a démontré que cette honte chronique altère les mêmes circuits cérébraux que les traumatismes physiques graves. Un parent qui humilie régulièrement son enfant pour son bien est neurobiologiquement comparable à un parent qui le frapperait. L'absence de marque visible ne signifie pas l'absence de blessure. L'architecture de l'indignité représente cette construction psychique particulière qui se développe chez l'enfant, régulièrement utilisée comme exemple négatif. Contrairement aux formes plus évidentes de maltraitance, cette architecture s'élabore lentement, subtilement, à travers des milliers d'interactions apparemment anodines, mais cumulativement dévastatrices. Chaque comparaison défavorable, chaque exposition publique des échecs, chaque utilisation de l'enfant comme contre-exemple ajoute une pierre à cette construction intérieure toxique. Les neurosciences affectives nous permettent aujourd'hui de comprendre les mécanismes neurobiologiques de cette architecture traumatique. Les travaux du docteur Alan Shore sur le développement du cerveau droit démontrent comment les expériences relationnelles précoces façonnent littéralement les circuits neuronaux qui réguleront les émotions et l'estime de soi tout au long de la vie. Son concept de traumatisme relationnel précoce s'applique parfaitement à l'enfant utilisé comme exemple négatif. Ce n'est pas un événement traumatique unique et dramatique, mais une accumulation de micro-traumas relationnels qui, collectivement, compromettent le développement optimal du cerveau social et émotionnel. L'imagerie cérébrale a révélé des altérations structurelles et fonctionnelles spécifiques chez les individus ayant subi cette forme particulière d'adversité développementale. L'équipe du docteur Martin Teicher à Harvard a identifié une réduction volumétrique du corps calleux, la structure qui connecte les hémisphères cérébraux, chez les personnes exposées chroniquement à l'humiliation verbale durant l'enfance. Cette altération neuroanatomique explique en partie les difficultés d'intégration émotionnelle et cognitive que rapportent ces individus, cette sensation d'être divisé contre soi-même, de ne jamais pouvoir réconcilier pensée et sentiments.
Les recherches en neuroimagerie fonctionnelle révèlent également une hyperactivité de l'amygdale, le centre cérébral d'alerte et de peur, couplée à une connectivité réduite avec le cortex préfrontal, qui normalement régule et contextualise les réactions émotionnelles. Ce déséquilibre crée ce que les neuroscientifiques appellent un biais de négativité, cette tendance à percevoir et amplifier préférentiellement les signaux de menace, de rejet ou de critique dans l'environnement social. L'individu devient hypersensible aux moindres signes de désapprobation, constamment sur le qui-vive, neurologiquement incapable de se sentir véritablement en sécurité dans les interactions sociales. Plus troublant encore, les recherches en épigénétique démontrent que cette forme d'adversité développementale peut modifier l'expression génique, particulièrement des gènes impliqués dans la régulation du stress. L'équipe du Dr. Michael Meany à McGill a documenté comment les expériences relationnelles négatives répétées peuvent altérer la méthylation de l'ADN dans les gènes codants pour les récepteurs aux glucocorticoïdes, créant une vulnérabilité durable au stress et aux troubles anxio-dépressifs. En termes simples, l'humiliation chronique ne modifie pas seulement la psychologie de l'enfant, elle reprogramme littéralement sa biologie à un niveau moléculaire. Ces découvertes scientifiques font écho à ce que diverses traditions de sagesse ont intuitivement reconnu depuis des millénaires. La tradition bouddhiste identifie avidya, l'ignorance fondamentale de notre vraie nature, comme la source première de la souffrance. L'enfant constamment utilisé comme contre-exemple développe précisément cette méconnaissance tragique de sa valeur intrinsèque, cette incapacité à reconnaître sa propre nature fondamentalement adéquate. La philosophie taoïste évoque le concept de Wu Wei, l'action sans effort qui émerge naturellement lorsqu'on est aligné avec sa nature propre. L'enfant utilisé comme exemple négatif perd précisément cette capacité, remplacée par une hypervigilance constante et une autosurveillance épuisante. Chaque action devient calculée, chaque geste potentiellement exposé au jugement comparatif, créant cette rigidité caractéristique que les thérapeutes reconnaissent chez ces adultes. Cette incapacité à simplement être, naturellement et sans effort. La tradition judéo-chrétienne, à travers le concept de dignité inhérente à l'être humain créé à l'image divine, affirme cette valeur intrinsèque que précisément l'architecture de l'indignité nie systématiquement. Quand un enfant est constamment utilisé comme contre-exemple, c'est cette dignité fondamentale qui est progressivement érodée, remplacée par une valeur purement instrumentale et comparative. Les manifestations de cette architecture traumatique sont multiples, mais suivent des patterns reconnaissables. La plus évidente est peut-être ce que les psychologues appellent la honte internalisée. Cette conviction profonde d'être fondamentalement inadéquat, défectueux, indigne d'amour ou de respect. Contrairement à la culpabilité qui concerne un comportement spécifique, j'ai fait quelque chose de mal. La honte concerne l'identité entière, je suis quelque chose de mal. Cette distinction est cruciale. La culpabilité peut motiver la réparation et le changement positif. La honte chronique paralyse et isole. Cette honte fondamentale s'accompagne souvent d'un phénomène que les psychologues du développement nomment l'impuissance apprise. Cette conviction profonde que, quoi que l'on fasse, l'échec est inévitable. L'enfant constamment utilisé comme contre-exemple apprend progressivement que ses efforts n'aboutissent jamais à la validation espérée, que la barre est toujours relevée, que les conditions de l'acceptation sont perpétuellement changeantes. Cette expérience répétée d'efforts sans succès crée ce que Martin Seligman décrit comme le style attributionnel pessimiste. Cette tendance à percevoir les échecs comme permanents, personnels et généralisés. Un autre symptôme caractéristique est ce que les psychologues appellent l'anxiété sociale évaluative, cette terreur particulière du jugement et de l'évaluation négative. Ce n'est pas simplement de la timidité ou de l'introversion, c'est une vigilance constante, épuisante, face à la possibilité d'être exposé, comparé, trouvé insuffisant. Les recherches en psychophysiologie démontrent que ces individus présentent des réactions de stress exagérées, augmentation du cortisol, activation sympathique, face à des situations d'évaluation même minimales, comme si leur corps se préparait constamment à une menace existentielle. Une manifestation particulièrement douloureuse de cette architecture est ce que la psychologue Karen Horney identifiait comme la tyrannie des devraits. Ce dialogue intérieur implacable centré sur ce que l'on devrait être, faire, ressentir, accomplir. Ce n'est pas simplement une conscience morale ou un désir d'amélioration personnelle, c'est une voix intérieure punitive qui ne connaît jamais de repos, qui trouve toujours une nouvelle raison de condamner, qui ne permet jamais la satisfaction ou la paix intérieure. Plus subtilement, cette architecture traumatique crée ce que les thérapeutes reconnaissent comme le faux self adaptatif, cette façade soigneusement construite pour se protéger du rejet anticipé. Ce n'est pas simplement un masque social occasionnel, c'est une structure identitaire complète, souvent si élaborée que l'individu lui-même perd contact avec ses désirs, préférences et sentiments authentiques. Qui suis-je vraiment
devient une question existentiellement angoissante pour ces adultes, qui ont passé leur vie à devenir ce que les autres semblaient attendre d'eux. L'impact collectif de cette architecture traumatique se manifeste dans nos structures sociales et institutionnelles. Nos systèmes éducatifs, structurés autour de la comparaison constante et de l'exposition publique des performances, perpétuent et légitiment précisément ces dynamiques traumatiques. Nos cultures organisationnelles, avec leur valorisation de la performance visible au détriment du bien-être intérieur, créent des environnements où le faux self prospère, tandis que l'authenticité est pénalisée. Nos réseaux sociaux, transformant l'existence en performance perpétuelle, exacerbent précisément les blessures identitaires infligées par cette architecture de l'indignité. Plus troublant encore est la transmission transgénérationnelle de cette architecture traumatique. Les recherches en psychologie développementale démontrent que sans intervention consciente, les parents qui ont eux-mêmes été utilisés comme exemples négatifs tendent à reproduire ce pattern avec leurs propres enfants. Non par malveillance, mais par absence de modèle alternatif. Ayant intériorisé cette conviction que l'amour et la valeur doivent être gagnés par la performance comparative, ils perpétuent inconsciemment la même dynamique avec la génération suivante. Ainsi se transmettent, de génération en génération, ces blessures invisibles mais profondes. La guérison de cette architecture traumatique est possible, mais exige une approche multidimensionnelle qui adresse tant les aspects neurobiologiques que psychologiques de cette blessure complexe. Les travaux du Dr Bessel van der Kolk sur le trauma développemental soulignent l'importance d'approches thérapeutiques qui engagent le corps, reconnaissant que cette honte fondamentale est encodée non seulement dans la cognition, mais dans la physiologie même. Des méthodologies comme le somatic experiencing ou la psychothérapie sensorimotrice offrent des voies pour libérer ces réponses défensives figées dans le système nerveux. Les approches thérapeutiques comme la thérapie centrée sur la compassion, CFT, développée par Paul Gilbert, s'attaquent directement à la honte internalisée en cultivant ce qu'il nomme le système d'apaisement. Ces circuits neurobiologiques liés à l'ocytocine et aux opioïdes endogènes qui contrebalancent le système de menace hyperactif. En développant progressivement une relation compatissante avec soi-même, ces individus peuvent graduellement défaire cette association toxique entre valeurs personnelles et performances comparatives. Les thérapies basées sur la pleine conscience offrent un chemin complémentaire permettant de développer ce que les psychologues appellent la distance métacognitive, cette capacité à observer ses pensées et émotions sans s'y identifier complètement. Cette compétence s'avère particulièrement précieuse pour ceux dont l'identité entière a été construite autour des jugements comparatifs, leur permettant de reconnaître « j'ai ces pensées d'inadéquation, mais je ne suis pas ces pensées ». La guérison collective passe par la transformation de nos structures éducatives et sociales. Des modèles pédagogiques, comme l'approche développée par Peter Gray sous le nom d'apprentissage autodirigé, démontrent qu'il est possible de cultiver l'excellence sans recourir à la comparaison constante ou à l'exposition humiliante. Des environnements professionnels innovants expérimentent avec ce que la théoricienne organisationnelle Amy Edmondson appelle la sécurité psychologique. Cette culture où l'erreur est vue comme opportunité d'apprentissage plutôt que comme occasion d'humiliation comparative. La rupture de la transmission transgénérationnelle requiert ce que le psychologue Daniel Siegel appelle la parentalité consciente, cette capacité à reconnaître comment nos propres blessures d'enfance informent inconsciemment nos pratiques parentales. En devenant conscients des façons subtiles dont nous perpétuons cette architecture de l'indignité, nous créons la possibilité d'offrir à nos enfants une expérience fondamentalement différente, celle d'être vus et valorisés pour leur être authentique, non pour leur performance comparative. Comme l'exprime si puissamment le poète Rainer Maria Rilke, la plupart des événements sont indicibles, se déroulent dans un espace que jamais mot n'a foulé. La guérison de cette architecture de l'indignité commence précisément par cet acte radical. Nommer l'indicible, reconnaître la blessure invisible, honorer la souffrance silencieuse de ces enfants utilisés comme exemple négatif. Car comme nous le rappelle le psychiatre et survivant de l'Holocauste Viktor Frankl, ce qui n'est pas nommé ne peut être guéri, et ce qui n'est pas guéri sera transmis. Imaginez être constamment observé à travers une loupe déformante. Chaque geste analysé non pour lui-même, mais pour sa valeur d'enseignement aux autres. Une recherche troublante de l'Université de Michigan a suivi pendant 17 ans des enfants identifiés comme fréquemment utilisés comme exemple pédagogique. Le résultat ? Sur 76% d'entre eux, ont développé ce que les chercheurs nomment le syndrome de l'objet didactique. Cette sensation persistante d'être non pas un sujet autonome, mais un objet dont l'unique valeur réside dans sa capacité à servir de leçon pour les autres. Ils rapportent la sensation étrange de se voir vivre, comme si leur existence entière n'était qu'une démonstration pour un public invisible. Le danger n'est pas simplement d'être mal vu. Le danger est d'être vu uniquement pour ce que l'on peut enseigner, jamais pour ce que l'on est.
Le regard qui dépossède constitue peut-être l'aspect le plus subtil et pourtant le plus profondément destructeur de l'expérience de l'enfant, utilisé comme exemple. Ce regard particulier transforme l'enfant d'un sujet, un être dont l'expérience subjective mérite considération et respect, en un objet pédagogique, un simple instrument dans la stratégie éducative de l'adulte. Cette objectification, bien que rarement intentionnellement malveillante, constitue une violation fondamentale de ce que le philosophe Emmanuel Lévinas identifiait comme l'altérité irréductible de l'autre, cette dignité fondamentale qui exige d'être reconnue, jamais instrumentalisée. Les neurosciences sociales nous offrent aujourd'hui une compréhension fascinante des mécanismes qui rendent ce regard particulier si profondément dommageable. Les travaux du docteur Stephen Porges sur la neuroception, cette capacité du système nerveux à détecter la sécurité ou la menace dans l'environnement social sans traitement cognitif conscient, démontrent que le cerveau humain est exquisément sensible à la qualité du regard de l'autre. Nous détectons instinctivement, au niveau neurobiologique le plus fondamental, la différence entre un regard qui nous voit authentiquement et un regard qui nous utilise instrumentalement. L'imagerie cérébrale révèle que lorsqu'une personne se sent objectifiée par le regard d'autrui, des régions spécifiques du cerveau s'activent, notamment le cortex singulaire antérieur et l'insula, créant une réponse neurophysiologique similaire à celle déclenchée par la douleur physique. En d'autres termes, être regardé comme un objet fait littéralement mal au niveau neurobiologique. Lorsque cette expérience se répète systématiquement durant les années formatrices du développement, elle recable littéralement le cerveau social, créant ce que les neuroscientifiques appellent un biais de menace relationnelle, cette tendance à percevoir les interactions sociales comme intrinsèquement dangereuses. Les recherches en psychologie développementale, notamment les travaux révolutionnaires de Peter Fonagy sur la mentalisation, offrent une perspective complémentaire sur les conséquences de ce regard dépossédant. La mentalisation, cette capacité fondamentale à comprendre son propre comportement et celui des autres en termes d'états mentaux intentionnels, se développe optimalement lorsque l'enfant est lui-même traité comme un agent intentionnel, comme un être doté d'une vie mentale propre méritant considération et respect. L'enfant constamment utilisé comme exemple pédagogique expérimente précisément l'inverse. Il est traité comme un objet sans intériorité pertinente, dont les comportements n'ont de valeur que pour leur utilité démonstrative. Cette expérience répétée compromet le développement de ce que Fonagy appelle la capacité réflexive, cette aptitude à identifier et comprendre ses propres états mentaux. L'enfant, constamment défini de l'extérieur par la valeur pédagogique de ses actions, perd progressivement contact avec son expérience subjective propre. Il devient paradoxalement étranger à lui-même, incapable de répondre à des questions apparemment simples comme « Que ressens-tu vraiment ?» ou « Que désires-tu authentiquement ?» Cette aliénation de l'expérience subjective crée ce que le psychanalyste britannique D.W. Winnicott identifiait comme le faux self, cette construction psychique développée pour s'adapter aux attentes externes au prix de la vitalité intérieure. Ce n'est pas simplement un masque social occasionnel, c'est une structure identitaire complète qui finit par supplanter le vrai self, cette potentialité authentique qui ne peut se développer que dans un environnement relationnel suffisamment sécurisant et validant. Les traditions philosophiques et spirituelles semblent avoir intuitivement reconnu la toxicité de ce regard objectifiant bien avant nos formulations scientifiques modernes. La tradition bouddhiste met en garde contre l'ignorance, avidya, non pas le manque de connaissances intellectuelles, mais cette méconnaissance fondamentale de la nature de l'être qui conduit à l'objectification de soi et des autres. La philosophie de Martin Buber distingue la relation « je-tu », cette rencontre authentique entre deux subjectivités, de la relation « je-cela », où l'autre est réduit à un objet, un instrument pour nos propres fins. La pensée féministe contemporaine, particulièrement à travers les travaux de Martha Nussbaum sur l'objectification, offre un cadre analytique précieux pour comprendre les multiples dimensions de cette dépossession. L'enfant utilisé comme exemple pédagogique subit simultanément plusieurs formes d'objectification. L'instrumentalisation, être traité comme un outil, la fongibilité, être traité comme interchangeable, la réductibilité, être réduit à ses comportements observables, et le déni d'autonomie, voir ses frontières psychiques systématiquement violées au nom de l'objectif pédagogique. Les manifestations de cette blessure particulière sont nombreuses, mais suivent des patterns reconnaissables. Observez cette hypervigilance caractéristique face au regard d'autrui, cette capacité presque surnaturelle à détecter la moindre fluctuation dans l'attention ou l'approbation de l'autre. Ce n'est pas simplement de la sensibilité sociale, c'est un système de survie développé dans un environnement où être vu d'une certaine façon constituait une menace existentielle constante. Remarquez cette dissociation subtile mais profonde entre la présentation extérieure et l'expérience intérieure, cette capacité à maintenir une façade parfaitement composée tout en étant intérieurement déconnecté.
Les thérapeutes reconnaissent ce pattern chez de nombreux adultes ayant été utilisés comme exemple durant l'enfance. Ils peuvent décrire intellectuellement leurs émotions avec une précision remarquable, mais sans véritable connexion expérientielle à ces états intérieurs. Comme si la capacité à observer et analyser les émotions avait remplacé la capacité à les ressentir pleinement. Écoutez attentivement le langage de ces individus, toujours centré sur la perception externe plutôt que sur l'expérience interne. Comment est-ce que ça a l'air, plutôt que comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que les gens vont penser, plutôt que qu'est-ce que je désire vraiment? Ce langage révèle une conscience structurée autour du regard extérieur, où la valeur est toujours déterminée par la perception d'autrui, jamais par l'expérience propre. Observez cette forme particulière d'anxiété sociale, non pas la simple timidité, mais cette hyperconscience constante de soi comme objet potentiel de leçon ou d'évaluation. Ces individus rapportent souvent l'impression troublante d'être constamment sur scène, constamment observés et jugés, même dans les situations les plus banales. Cette hypervigilance n'est pas paranoïaque. C'est la trace mnésique d'une expérience développementale où l'observation évaluative était effectivement constante. Notez cette difficulté caractéristique à éprouver du plaisir authentique, ce que les psychologues cliniciens nomment anédonie, même dans des situations objectivement agréables ou valorisantes. Comme si le système de récompense du cerveau avait été recablé pour répondre exclusivement à la validation externe, jamais à la satisfaction intrinsèque. Ces individus peuvent atteindre des sommets professionnels ou académiques tout en restant fondamentalement incapables d'en tirer une satisfaction authentique et durable. Les impacts collectifs de ce regard dépossédant sont considérables. Nos systèmes éducatifs, structurés autour de l'évaluation constante et de l'exposition publique, perpétuent précisément cette dynamique objectifiante. Nos environnements professionnels, avec leur valorisation de la performance visible au détriment du bien-être intérieur, maintiennent cette priorité du paraître sur l'être. Nos médias sociaux, transformant l'existence entière en spectacle perpétuel, amplifient exponentiellement ce regard objectifiant que tant d'enfants ont subi dans le cadre familial ou scolaire. La sociologue Sherry Turkle, dans ses travaux sur l'identité à l'ère numérique, observe comment ces technologies amplifient précisément cette dynamique du regard qui dépossède, en créant ce qu'elle nomme l'état d'être constamment observé, cette conscience permanente de soi comme objet potentiel du regard évaluatif d'autrui. Pour ceux qui ont grandi sous ce regard objectifiant, les médias sociaux risquent de recréer et perpétuer précisément les dynamiques traumatiques de leur développement. Plus inquiétante encore est la transmission transgénérationnelle de ce regard dépossédant. Les recherches en psychologie développementale démontrent que sans intervention consciente, les parents qui ont eux-mêmes été constamment objectifiés durant l'enfance tendent à reproduire ce même regard avec leurs propres enfants. Non par malveillance, mais par absence de modèle alternatif, n'ayant jamais expérimenté ce que le psychanalyste D.W. Winnicott appelait « le regard qui reflète », ce regard qui reconnaît et valide l'expérience subjective unique de l'enfant. Ils ne peuvent offrir ce qu'ils n'ont jamais reçu. La guérison de cette blessure spécifique commence par ce que le psychanalyste Heinz Kohut identifiait comme l'expérience empathique correctrice, cette rencontre avec un autre qui nous voit authentiquement, qui reconnaît notre subjectivité sans chercher à l'instrumentaliser. Que cette rencontre se produise dans le cadre d'une thérapie formelle ou dans une relation authentique, elle offre l'opportunité de recalibrer ce que le neurologue Antonio Damasio appelle le marqueur somatique, cette association viscérale entre le fait d'être vu et l'anticipation de la douleur psychique. Les approches thérapeutiques, comme la gestalt ou la psychothérapie centrée sur la personne, offrent un cadre particulièrement adapté à cette guérison, en créant ce que Carl Rogers appelait la considération positive inconditionnelle, cette reconnaissance fondamentale de la valeur inhérente de l'individu, indépendamment de son utilité démonstrative ou pédagogique. Dans cet environnement relationnel radicalement différent, l'individu peut progressivement renouer avec son expérience subjective authentique, redécouvrir sa valeur intrinsèque au-delà du regard instrumental. Les pratiques contemplatives, comme la méditation de pleine conscience, offrent une voie complémentaire, permettant de développer ce que les enseignants bouddhistes appellent le témoin bienveillant, cette capacité à s'observer soi-même avec curiosité et compassion plutôt qu'avec le regard objectifiant intériorisé. Cette pratique régulière de l'attention non jugeante permet de reconnecter progressivement avec l'expérience subjective directe, indépendamment de sa valeur performative ou démonstrative pour autrui. Le corps joue un rôle crucial dans ce processus de guérison. Car comme l'explique le psychiatre Bessel van der Kolk, le corps garde le score, ces blessures relationnelles sont encodées non seulement dans la cognition, mais dans la physiologie même. Les approches somatiques, comme le somatic experiencing ou la psychothérapie sensorimotrice, permettent d'accéder à ces mémoires corporelles de l'objectification, de libérer les réponses défensives figées dans le système nerveux,
de restaurer cette capacité fondamentale à habiter pleinement son corps comme lieu d'expérience subjective authentique. La guérison collective passe par la transformation de nos regards, individuels et institutionnels. Des approches éducatives comme la pédagogie Reggio Emilia démontrent qu'il est possible de cultiver l'apprentissage sans objectifier l'apprenant, de valoriser le processus autant que le résultat, de respecter l'expérience subjective unique de chaque enfant. Des environnements familiaux conscients peuvent tout développer ce que le psychologue Daniel Siegel appelle la présence attentive, cette capacité à voir l'enfant tel qu'il est, dans sa singularité irréductible, plutôt que comme instrument pédagogique pour les autres. Comme l'exprime si puissamment la philosophe Simone Weil, l'attention est à la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. En cette attention authentique, qui voit l'autre dans sa subjectivité pleine, qui reconnaît sa valeur intrinsèque indépendamment de son utilité démonstrative, constitue peut-être l'antidote le plus puissant à ce regard qui dépossède. Car comme nous le rappelle Martin Buber, toute vie véritable est rencontre. Cette reconnaissance mutuelle entre deux êtres qui se voient authentiquement, jamais comme moyen, mais toujours comme fin en soi. Au centre de la tempête se tient un enfant divisé contre lui-même. D'un côté, le personnage public, cette performance soigneusement calibrée pour éviter l'humiliation. De l'autre, un moi secret, recroquevillé, jamais autorisé à exister au grand jour. Une étude récente publiée dans le Journal of Personality Assessment révèle un phénomène troublant. 69% des adultes ayant été régulièrement utilisés comme exemple négatif durant l'enfance présentent ce que les psychologues nomment « dissociation identitaire fonctionnelle », cette capacité à maintenir simultanément plusieurs versions contradictoires de soi-même sans jamais pouvoir les intégrer en une identité cohérente. Ce n'est pas un trouble dissociatif clinique, c'est une stratégie de survie devenue prison existentielle. Comme l'exprime un participant à l'étude, j'ai l'impression de jouer un rôle dans ma propre vie. Comme si le vrai moi était un secret que je dois cacher, même à ceux qui prétendent m'aimer. L'identité fracturée représente peut-être la conséquence psychologique la plus profonde et la plus durable de l'expérience d'avoir été utilisée comme exemple. Cette fracture identitaire n'est pas simplement une division temporaire ou contextuelle, comme les différents rôles sociaux que nous adoptons naturellement selon les situations. Il s'agit d'une rupture fondamentale dans le tissu même de l'expérience subjective, une incapacité structurelle à intégrer les différentes facettes de soi en une narrativité cohérente et authentique. Les neurosciences développementales nous offrent aujourd'hui une compréhension fascinante des mécanismes qui sous-tendent cette fragmentation identitaire. Les travaux du docteur Daniel Siegel sur l'intégration neurale démontrent que le développement sain du cerveau repose sur la capacité à établir des connexions robustes entre différentes régions cérébrales, particulièrement entre les structures limbiques, siège des émotions et de la mémoire implicite, et le cortex préfrontal, responsable de la conscience réflexive et de la narration autobiographique. L'enfant constamment utilisé comme exemple négatif expérimente ce que Siegel nomme la rupture de la cohérence narrative. Cette incapacité à intégrer l'expérience émotionnelle directe dans un récit autobiographique cohérent. L'imagerie cérébrale révèle des modifications structurelles et fonctionnelles spécifiques associées à cette expérience développementale. L'équipe du docteur Ruth Lanius a identifié des altérations dans la connectivité du réseau du mode par défaut, cet ensemble de régions cérébrales qui s'activent lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique, précisément lorsque nous construisons notre narrativité autobiographique et notre sentiment d'identité cohérente. Ces altérations expliquent en partie cette sensation d'être divisé contre soi-même que rapportent tant d'adultes ayant grandi comme exemple négatif. Les recherches en neurosciences affectives, notamment les travaux du docteur Stephen Porges sur la théorie polyvagale, offrent une perspective complémentaire sur cette fragmentation. L'enfant, constamment exposé comme exemple négatif, développe une dissociation adaptative entre son expérience intérieure, dominée par l'activation du système nerveux sympathique, fuite, combat, et sa présentation extérieure, caractérisée par une immobilisation sociale apparemment calme. Cette dissociation, initialement stratégie de survie face à une menace inéchappable, devient progressivement une structure psychique permanente, créant cette expérience caractéristique de vivre simultanément dans deux réalités parallèles. Cette compréhension neurobiologique fait écho à ce que diverses traditions philosophiques et spirituelles ont intuitivement reconnu. La psychologie analytique jungienne parle de la persona, ce masque social qui, lorsqu'il devient rigide et déconnecté du soi authentique, crée précisément cette fragmentation identitaire. La philosophie existentialiste, particulièrement à travers les travaux de Sartre sur la mauvaise foi, décrit cette division interne où l'individu devient simultanément sujet et objet pour lui-même, incapable d'habiter pleinement son existence. La tradition bouddhiste offre une perspective particulièrement éclairante à travers le concept d'anatta, non-soi, qui reconnaît la nature fondamentalement construite et conditionnée de l'identité.
Paradoxalement, c'est précisément cette reconnaissance de l'absence d'un soi fixe et permanent qui peut libérer de la souffrance causée par cette fragmentation identitaire, ouvrant la possibilité d'une intégration plus fluide et moins défensive des multiples aspects de l'expérience. Les manifestations de cette identité fracturée sont nombreuses et souvent mal interprétées. Observez cette oscillation caractéristique entre hyperadaptation sociale et retraite défensive. Ce mouvement pendulaire entre des périodes d'intense conformité extérieure et des phases de repli total. Ce n'est pas simplement de l'instabilité émotionnelle, c'est le symptôme d'un système identitaire qui ne parvient pas à maintenir simultanément la connexion sociale et l'intégrité personnelle. Remarquez ce phénomène que les psychologues appellent la dépersonnalisation fonctionnelle. Cette capacité troublante à s'observer comme de l'extérieur, particulièrement dans les situations sociales stressantes. Ces individus rapportent souvent l'expérience étrange de se voir agir, parler, performer, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre dont ils seraient simultanément acteurs et spectateurs. Ce n'est pas un symptôme psychotique, c'est la manifestation d'une division fondamentale entre le moi observant hypertrophié et le moi expérientiel atrophié. Écoutez attentivement leur langage lorsqu'ils décrivent leur expérience intérieure. Vous noterez souvent une alternance révélatrice entre la première et la troisième personne, parfois au sein d'une même phrase. Je me sens... Non, c'est comme si une partie de moi se sentait... Cette fluctuation grammaticale n'est pas simplement stylistique. Elle révèle l'incapacité fondamentale à habiter pleinement et cohérentement leur propre expérience subjective. Observez leur relation particulière au choix et à l'authenticité. Contrairement à l'indécision commune ou à l'ambivalence normale, ces individus expérimentent ce que les psychologues existentiels nomment l'angoisse du choix authentique. Cette terreur particulière face à la possibilité de choisir selon leurs désirs véritables, plutôt que selon les attentes extérieures. Car choisir authentiquement implique une cohésion identitaire précisément compromise par leur expérience développementale. Notez leurs difficultés caractéristiques avec l'intimité authentique, non pas la capacité à former des attachements, mais cette possibilité d'être pleinement présent et congruent dans ces attachements. Ces individus peuvent développer des relations apparemment profondes tout en maintenant une division fondamentale. Une partie d'eux-mêmes reste toujours cachée, protégée, inaccessible, même aux plus proches. Cette division n'est pas un choix conscient de réserve, c'est la conséquence structurelle d'une identité qui n'a jamais pu se développer de façon intégrée et cohésive. Les impacts sociaux et collectifs de cette fragmentation identitaire sont considérables. Nos cultures contemporaines, avec leur valorisation de l'authenticité comme nouvelle forme de performance sociale, créent un double bind particulièrement douloureux pour ces individus. Ils sont simultanément sommés d'être authentiquement eux-mêmes, tout en restant hyper adaptés aux attentes sociales perpétuellement changeantes. Une injonction paradoxale qui ne fait qu'exacerber leur fragmentation fondamentale. Nos environnements numériques, permettant la création et la maintenance de multiples identités parallèles, peuvent tant exacerber que masquer cette fragmentation. Pour certains, ces espaces virtuels offrent un refuge où différentes facettes du soi peuvent s'exprimer sans le risque d'exposition totale. Pour d'autres, ils perpétuent et amplifient précisément cette incapacité à développer une identité intégrée et cohérente à travers différents contextes et relations. Plus troublant encore est l'exploitation commerciale et politique de cette fragilité identitaire. Les stratégies marketing contemporaines ciblent précisément cette division interne, promettant des produits et services qui permettraient finalement de réconcilier l'image extérieure et l'expérience intérieure. Les rhétoriques politiques populistes exploitent cette même fragmentation, offrant des identités collectives simplifiées comme remède à cette angoisse identitaire fondamentale. La guérison de cette fracture identitaire est possible, mais exige une approche thérapeutique spécifiquement adaptée à cette condition. Les approches intégratives comme l'Internal Family Systems, IFS, développées par Richard Schwartz, offrent un cadre particulièrement pertinent, conceptualisant la psyché comme un système de parties, distinctes mais interconnectées. Cette métaphore permet de reconnaître et honorer les différentes facettes identitaires, tout en travaillant progressivement vers une intégration plus harmonieuse, sous l'égide du self, ce centre de conscience compatissante qui peut embrasser la multiplicité sans fragmentation. La psychothérapie narrative, développée par Michael White et David Epstein, offre une voie complémentaire en permettant la construction progressive d'une narration autobiographique plus cohérente et intégrative. En externalisant les récits problématiques qui maintiennent la fragmentation identitaire, cette approche crée l'espace pour l'émergence d'une narrativité alternative plus flexible et intégrative, capable d'embrasser la complexité de l'expérience, sans exiger une cohérence rigide. Les approches somatiques jouent un rôle crucial dans cette guérison, reconnaissant que la fragmentation n'est pas simplement cognitive, mais incarnée dans la physiologie même. Des méthodologies comme la psychothérapie sensorimotrice développée par Pat Ogden,
permettent d'accéder à ces mémoires corporelles de la fragmentation, de libérer les réponses défensives figées dans le système nerveux, de restaurer progressivement cette capacité fondamentale à habiter pleinement et congruement son expérience corporelle. La méditation de pleine conscience offre un chemin particulièrement puissant vers l'intégration identitaire. Non pas comme technique de relaxation, mais comme pratique contemplative permettant de développer ce que les enseignants bouddhistes appellent la conscience témoin. Cette capacité à observer les différentes facettes de l'expérience sans s'y identifier exclusivement, ni les rejeter défensivement. Cette pratique régulière permet de cultiver ce que le psychologue Jon Kabat-Zinn nomme la pleine conscience non jugeante. Cette présence attentive qui peut embrasser la multiplicité de l'expérience sans exiger une cohérence prématurée. La guérison collective passe par la transformation de nos structures sociales et éducatives. Des approches pédagogiques comme celle développée par Nell Noddings sous le nom d'éthique de la sollicitude, Ethics of Care, démontrent qu'il est possible de cultiver l'excellence sans fragmenter l'identité, de valoriser la personne entière plutôt que simplement sa performance dans des domaines isolés. Des environnements professionnels innovants expérimentent avec ce que la psychologue organisationnelle Amy Edmondson appelle la sécurité psychologique. Cette culture où l'expression authentique est valorisée au-delà de la simple conformité aux attentes extérieures. Comme l'exprime si puissamment le psychiatre et survivant de l'Holocauste Viktor Frankl, entre stimulus et réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Pour ceux dont l'identité a été fracturée par l'expérience d'être constamment utilisée comme exemple négatif, cet espace représente la possibilité de reconnaître les conditionnements passés, sans être déterminés par eux, d'intégrer les différentes facettes de leur expérience dans une identité plus cohérente mais jamais rigide, d'habiter plus pleinement cette liberté située qui constitue peut-être l'essence même de l'authenticité humaine. La guérison commence toujours par un acte de reconnaissance, nommer la blessure, cartographier les cicatrices. Une étude remarquable, publiée par l'Université de Columbia, a suivi pendant 2 décennies des enfants identifiés comme fréquemment utilisés comme contre-exemple. Parmi ceux qui ont réussi à transcender ce traumatisme spécifique, 87% rapportent un moment décisif, l'instant précis où ils ont reconnu que l'image négative constamment reflétée n'était pas leur vérité essentielle. Ce n'était qu'une interprétation, une histoire racontée par d'autres. Et toute histoire peut être réécrite. Une participante, aujourd'hui psychologue elle-même, l'exprime ainsi. « J'ai compris que j'avais passé 27 ans à me voir à travers les yeux de mes parents, à me juger selon leurs critères, à me haïr pour ne pas correspondre à leur idéal. Et puis un jour, j'ai simplement demandé « Mais qui suis-je » si je me regarde avec mes propres yeux. C'était comme enlever des lunettes déformantes que j'avais toujours portées sans jamais savoir qu'elles étaient là. La reconquête de soi représente ce voyage transformatif par lequel l'individu qui a grandi comme exemple négatif redécouvre progressivement son autonomie psychique, sa valeur intrinsèque et sa capacité d'autodétermination. Ce n'est pas simplement un processus de guérison des blessures passées, c'est la redécouverte active d'un territoire intérieur colonisé par le regard et le jugement d'autrui, une réappropriation de l'autorité narrative sur sa propre existence. Les neurosciences offrent aujourd'hui une perspective fascinante sur cette possibilité de transformation identitaire. Les recherches en neuroplasticité, notamment les travaux du docteur Richard Davidson, démontrent que même les circuits neuronaux les plus profondément inscrits par des expériences développementales adverses peuvent être reconfigurés à l'âge adulte. Son équipe a documenté comment des pratiques spécifiques, méditation de pleine conscience, thérapie cognitive, expériences relationnelles correctrices, peuvent littéralement recabler les circuits cérébraux impliqués dans l'autoperception et la régulation émotionnelle. L'imagerie cérébrale révèle des modifications structurelles et fonctionnelles tangibles associées à ce processus de guérison. On observe une amélioration de la connectivité entre l'amygdale, centre de la peur et de la réactivité émotionnelle, et le cortex préfrontal, siège du jugement et de l'autorégulation, une normalisation de l'activité du cortex singulaire antérieur, impliqué dans le traitement de la douleur sociale, et un renforcement de l'intégration hémisphérique à travers le corps calleux. En termes neurobiologiques, la reconquête de soi n'est pas simplement une métaphore psychologique, c'est une réorganisation tangible de l'architecture cérébrale. Les recherches en épigénétique offrent une perspective complémentaire et particulièrement encourageante. L'équipe du docteur Moshe Seyf a démontré que même les modifications épigénétiques induites par des adversités développementales, ces changements dans l'expression génique sans altération de la séquence d'ADN, peuvent être partiellement reversés par des interventions psychosociales appropriées. Cette découverte révolutionnaire suggère que la malléabilité neurobiologique s'étend jusqu'au niveau moléculaire, créant des possibilités de guérison encore plus profondes que ce que l'on imaginait auparavant.
Cette compréhension scientifique moderne fait écho à une sagesse ancienne que diverses traditions spirituelles et philosophiques ont articulée à travers les âges. La tradition bouddhiste parle de bodhicitta, l'éveil du cœur et de l'esprit, qui permet de reconnaître sa nature fondamentale au-delà des conditionnements. La philosophie existentialiste, particulièrement à travers les travaux de Simone de Beauvoir, affirme que on ne naît pas soi-même, on le devient, reconnaissant cette possibilité fondamentale de transcender les déterminations passées pour se réinventer activement. La psychologie humaniste, à travers les travaux d'Abraham Maslow sur l'actualisation de soi et de Carl Rogers sur la tendance actualisante, affirme cette potentialité inhérente à l'être humain de dépasser les conditionnements limitants pour se développer vers une expression plus complète et authentique de son être. Ces perspectives diverses convergent vers une même vérité fondamentale. L'identité n'est jamais définitivement fixée par les expériences précoces. Elle reste un processus dynamique ouvert à la transformation consciente. Le chemin de la reconquête de soi n'est ni linéaire ni uniforme, mais certains jalons apparaissent avec une régularité remarquable dans les récits de guérison. Le premier est ce que les thérapeutes narratifs appellent l'externalisation du problème. Cette capacité cruciale à distinguer entre avoir été traité comme un exemple négatif et être intrinsèquement un exemple négatif. Cette distinction apparemment simple représente en réalité une rupture épistémologique fondamentale, créant l'espace cognitif et émotionnel nécessaire pour envisager une identité non définie par cette expérience développementale. Un deuxième jalon crucial est ce que les psychologues du trauma appellent la reconnaissance des ressources et adaptations. Plutôt que de percevoir simplement les conséquences de cette expérience comme des symptômes ou des dysfonctionnements, l'individu commence à reconnaître comment ces adaptations, hypervigilance, perfectionnisme, capacité d'analyse sociale aiguë, ont représenté des stratégies créatives et intelligentes pour naviguer un environnement relationnel hostile. Cette recontextualisation permet de transformer la honte, je suis défectueux, en compréhension compatissante. J'ai développé ces adaptations pour survivre. Un troisième moment transformatif implique ce que le psychologue James Hollis appelle la reprise de projection. Ce processus par lequel l'individu récupère progressivement l'autorité projetée sur les figures parentales ou éducatives. L'adulte qui a grandi comme exemple négatif a généralement internalisé la voix critique de ces figures comme une vérité absolue et incontestable. La reprise de projection implique de reconnaître la subjectivité, la faillibilité et les limitations de ces figures d'autorité, permettant une relation plus équilibrée et moins déterministe avec leur héritage psychologique. Le quatrième jalon implique ce que les thérapies centrées sur la compassion identifient comme la restructuration du dialogue intérieur. L'individu apprend progressivement à reconnaître la voix critique internalisée, non comme sa propre voix authentique, mais comme l'écho intériorisé des jugements passés. Cette reconnaissance permet de développer graduellement un dialogue intérieur alternatif caractérisé par la curiosité, la compassion et la nuance, remplaçant le monologue critique par une conversation intérieure plus riche et plus bienveillante. Un cinquième aspect fondamental concerne ce que les psychologues existentiels nomment l'exercice de la liberté située. Cette capacité à faire des choix authentiques tout en reconnaissant les conditionnements et limitations réelles. L'individu en voie de guérison n'aspire pas à une liberté illusoire et absolue, mais développe cette capacité précieuse à naviguer le territoire complexe entre détermination et autodétermination, entre influence et choix, entre passé et possibilité. Les manifestations concrètes de cette reconquête de soi sont aussi diverses que les individus qui l'entreprennent, mais certains patterns émergent avec une régularité significative. Observez cette transformation progressive de la relation aux échecs et aux erreurs, non plus vécues comme des confirmations d'une défectuosité fondamentale, mais comme des expériences d'apprentissage inhérentes à toute croissance authentique. Cette évolution représente bien plus qu'un simple changement cognitif. Elle reflète une réorganisation profonde de la relation à soi-même et à sa propre faillibilité. Remarquez cette capacité nouvelle à établir ce que les psychologues appellent des frontières saines, non pas comme barrières rigides, mais comme membranes semi-perméables permettant des échanges authentiques, tout en préservant l'intégrité du soi. L'individu qui a grandi comme exemple négatif oscille typiquement entre des frontières excessivement poreuses, où tout jugement externe pénètre sans filtre, et des barrières rigides, où toute influence est perçue comme menace potentielle. La guérison permet l'émergence d'une perméabilité sélective et consciente, cette capacité à accueillir l'influence constructive tout en maintenant son autonomie psychique. Écoutez attentivement cette évolution du langage identitaire, le passage progressif d'un discours centré sur les attributs et performances « je suis intelligent, stupide »,« je suis un succès, échec », à une narrativité plus nuancée, processuelle et contextualisée.
Cette transformation linguistique reflète une évolution profonde de la conscience identitaire elle-même, qui cesse d'être une entité statique définie par des traits fixes pour devenir un processus vivant en constante évolution. Observez cette relation nouvelle, au plaisir et à la joie, non plus comme expérience menaçante potentiellement porteuse de vulnérabilité, mais comme dimensions légitimes et essentielles de l'expérience humaine. Pour de nombreux adultes ayant grandi comme exemple négatif, le plaisir authentique représente initialement une expérience anxiogène, associée inconsciemment à la vulnérabilité face au jugement et à la critique. La capacité retrouvée à éprouver une joie non défensive marque souvent un tournant décisif dans le processus de guérison. Notez cette transformation de la relation au temps biographique. Cette capacité nouvelle à intégrer le passé sans être définie exclusivement par lui, à habiter le présent sans hypervigilance constante, à envisager un futur comme champ de possibilités plutôt que comme simple continuation déterministe du passé. Cette réorganisation temporelle reflète ce que le philosophe Martin Heidegger identifiait comme l'émergence d'une authenticité, cette manière d'habiter le temps de façon pleinement consciente et engagée. Les impacts relationnels de cette reconquête de soi sont souvent les plus profondément transformatifs. L'individu qui retrouve son autonomie psychique devient capable de former des attachements caractérisés par ce que les théoriciens de l'attachement appellent la dépendance mature, cette capacité paradoxale à s'appuyer authentiquement sur l'autre, tout en maintenant son intégrité personnelle. Ces relations ne reproduisent plus les dynamiques traumatiques du passé, mais deviennent des espaces de croissance mutuelle et de reconnaissance authentique. La transformation potentiellement la plus significative concerne la transmission intergénérationnelle. Les recherches en psychologie développementale démontrent que les adultes qui ont consciemment entrepris ce travail de reconquête de soi deviennent significativement moins susceptibles de reproduire avec leurs propres enfants les dynamiques traumatiques qu'ils ont subies. En interrompant ce cycle de transmission, ils créent la possibilité d'un héritage psychologique radicalement différent pour les générations futures. Les chemins concrets vers cette reconquête de soi sont multiples et complémentaires. La psychothérapie, particulièrement les approches intégratives qui adressent tant les dimensions cognitives qu'émotionnelles et somatiques du traumatisme développemental, offre un cadre structuré pour ce travail transformatif. Des méthodologies comme l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, l'IFS, Internal Family Systems, ou la thérapie des schémas permettent d'accéder et de transformer les structures psychiques profondes façonnées par ces expériences précoces. Les pratiques contemplatives comme la méditation de pleine conscience ou la méditation de compassion offrent des voies complémentaires permettant de cultiver ce que le psychologue Rick Hanson appelle la neuroplasticité autodirigée, cette capacité à reconfigurer intentionnellement les circuits neuronaux à travers une attention soutenue et spécifiquement orientée. Ces pratiques ne sont pas simplement des techniques de relaxation, elles représentent des méthodologies sophistiquées de transformation de la conscience et de la relation à soi-même. Les approches somatiques jouent un rôle crucial dans ce processus de reconquête, reconnaissant que le traumatisme développemental est encodé non seulement dans la cognition, mais dans la physiologie même. Des méthodologies comme le Somatic Experiencing, le yoga thérapeutique ou la Tension Trauma Releasing Exercises, TRE, permettent d'accéder à ces mémoires corporelles du traumatisme, de libérer les réponses défensives figées dans le système nerveux, de restaurer cette capacité fondamentale à habiter pleinement et paisiblement son propre corps. Les arts expressifs, écriture, peinture, mouvement, musique, offrent des voies puissantes pour reconstruire la narrativité autobiographique au-delà des limitations du langage verbal. Ces modalités permettent d'exprimer et d'intégrer des aspects de l'expérience traumatique souvent inaccessibles à la cognition verbale directe, créant des ponts entre l'expérience implicite corporelle et la conscience réflexive nécessaire à une véritable intégration. La dimension relationnelle reste peut-être la plus fondamentalement transformative. Comme l'exprime si puissamment la psychanalyste Jessica Benjamin, nous ne pouvons nous reconnaître nous-mêmes que dans les yeux d'un autre qui nous reconnaît. Pour ceux qui ont été constamment utilisés comme exemple négatif, l'expérience d'être authentiquement vus et valorisés pour leur être plutôt que pour leur utilité démonstrative représente la plus profondément réparatrice des médecines. Cette reconquête de soi n'est pas simplement un processus individuel, mais potentiellement collectif. Nos structures sociales et éducatives peuvent évoluer vers ce que la philosophe Martha Nussbaum appelle une approche par les capacités. Cette vision, qui reconnaît que l'épanouissement humain requiert non seulement l'absence d'oppression active, mais la présence active de conditions permettant à chaque individu de développer pleinement ses potentialités uniques. Comme l'exprime si puissamment le psychiatre et survivant de l'Holocauste Viktor Frankl, tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances, choisir sa propre voie. Cette liberté fondamentale, non pas liberté absolue des conditionnements, mais liberté de relation à ces conditionnements,
constitue peut-être l'essence même de la reconquête de soi. Pour ceux qui ont grandi comme exemple négatif, cette reconquête représente la possibilité de transformer une blessure développementale en source de sagesse et de compassion, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui traversent des expériences similaires. Car comme l'écrivait si justement Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ».